qui sont les uns à côté des autres ou les uns en dessus des autres. On ne sépare pas mieux les gens que de les mettre à étages différents. Puis vous obtenez les bienfaits du chauffage, de la réfrigération dans des conditions optimes de bon marché et d'efficacité. Vous avez ensuite, vous vous trouvez dans une rue intérieure de 120 mètres. Voulez-vous savoir le lieu du monde où l'on est le plus solitaire? C'est dans les étages des gratte-ciel, c'est dans les rues intérieures des gratte-ciel américains. Allez faire l'expérience vous-même. Vraiment, on a un peu trop vite dit que Le Corbusier construisait des taudis. Des taudis dans lesquels on ne verrait rien et où on ne pourrait pas respirer. Mais quelles sont les grandes mesures de cet appartement, monsieur? Les mesures sont extraordinairement révolutionnaires. L'appartement a 24 mètres de profondeur et 4 mètres de large, exactement 3,66 mètres, n'est-ce pas? Lorsqu'on a vu les plans de ces appartements, tout le monde a crié au scandale. Et c'est depuis 3 années un déluge d'invectives contre ce chantier qui, paraît-il, est destiné à provoquer des taudis. Oui. C'était des taudis dans l'opinion publique, dans la presse, dans les propos amicaux des confrères. C'était des taudis jusqu'au moment où, subitement, l'appartement où nous nous trouvons maintenant a été inauguré et où les gens ont vu. Et à ce moment-là, alors, les mêmes vindictes se sont repliés sur un autre plan, une ligne de rocade, comme on dit. Eh bien, ils ont trouvé ce truc de dire que c'était des appartements faits pour millionnaires américains. Après avoir été des taudis. Après avoir été des taudis, alors qu'on me demandait de faire des logis ouvriers. Enfin, on n'en sort pas. Je viens de monter cet escalier, derrière monsieur Le Corbusier, l'escalier intérieur qui est dans chaque appartement. Eh bien, c'est un escalier qui est tout à fait praticable et qui n'est pas... Il est plus que ça, il est délicieux à monter. Oui, en effet, c'est vrai, il est agréable à monter, c'est exact. Il est étudié pour l'amour de l'homme, si je peux m'exprimer ainsi, comme tout ce que l'architecture doit faire devrait être étudié pour l'amour de son prochain et pour lui donner satisfaction et plaisir. Et allons, vous voulez bien qu'on aille dans la cuisine? Mais en passant, regardez le grand vitrage qui ouvre des 15 mètres carrés. Eh bien, ce vitrage, en hiver, reçoit toute la lumière jusqu'au fond de l'appartement, car le bon Dieu a fait les choses de telle façon qu'en hiver, la courbe du soleil sur l'horizon est très basse et que le soleil s'enfonce dans les appartements jusqu'au tréfonds, jusqu'à 20 mètres de profondeur. Oui. Mais en été, le bon Dieu a fait que le soleil soit très haut et que si les architectes veulent être un peu intelligents, un peu malins, ils tiendront compte de ce fait et ils feront devant leur maison ce que j'ai appelé le brise-soleil, qui leur permet d'avoir des maisons tout en verre mises à l'abri d'un simple parasol de saison. Tout ça, ça vous vaut des algarades terribles, n'est-ce pas? Parce que ça... Oui, mais enfin, vous y êtes habitué à ce genre de... bien sûr. Maintenant, écoutez, je tiens à mon idée, monsieur Le Corbusier, je voudrais voir la cuisine. Bon, alors allons à la cuisine. La cuisine est en somme comme un bar où la maîtresse de maison trouve sur une table de travail arrangée en éventail autour d'elle. Elle trouve son fourneau à cuire magnifique et électrique, tout à fait épatant. Ensuite, sa table de travail pour travailler ses viandes, ses pâtes et tout ce qu'elle voudra. Ensuite, une table de travail avec le double évier. Et puis ensuite, une ouverture qui ouvre sur la rue intérieure par laquelle les fournisseurs apportent, livrent leurs marchandises sans qu'on ait besoin de s'occuper d'eux. La maîtresse de maison est debout comme je suis et comme vous êtes debout ici. Et là, toute cette pièce jolie devant ses yeux, avec des paysages. La nature qui est là, car j'aurais à vous en parler. Par mes théories de ville radieuse, j'entends restituer l'homme dans les conditions de nature, chose qui a été perdue totalement depuis longtemps. Quelles sont les dimensions exactes de cette pièce ici, dans laquelle nous sommes? Eh bien, sa largeur est de 3,66 mètres. 3,66 m, et vous n'avez pas le sentiment d'une pièce pas étroite, du tout. Et la hauteur du premier plafond est de... est de 2,26 mètres. 2,26 m. Ça fait crier tout le monde et personne Moi, ça ne me gêne pas. C'est une hauteur extrêmement intime. C'est la hauteur de tous les folklores du monde entier, de toutes les civilisations, quelles qu'elles soient. C'est la hauteur des petits appartements de Marie-Antoinette au petit Trianon. Elle en avait marre des hauts appartements et elle a demandé les petits appartements. C'est l'homme debout, en somme, quoi. L'homme debout, avec le bras levé, La grande hauteur... La hauteur, c'est 2 fois 2 mètres 26, plus 50 cm. Ça fait 4 mètres 80 environ. Oui, c'est ça. Par conséquent, chacun des appartements de votre maison a ses 2 hauteurs. Voilà, j'ai toujours dit, il faut que le fauve soit libre dans sa cage. Il y a un endroit où il doit pouvoir circuler, il doit pouvoir s'ébattre. Eh bien, j'ai horreur de ce qu'on appelle la maison minimum de la misère, de la pauvreté. Il faut être tout petit dans des endroits où on n'a nullement besoin d'espace, et au contraire, élargir tout là où la partie se joue. La partie se joue de la famille réunie autour de la table de salle et de la cuisine. Alors, si vous voulez bien, monsieur Le Corbusier, je voudrais que nous allions dans la chambre d'enfant. Auparavant, nous traversons le fameux objet de litige. Ah, oui.
C'est ce centre du logis qui est plein d'obscurité. Vous voyez, ça. Non, que vraiment, il faut je vous y Ce n'est vois pas du nettement. tout obscur. Si Ça, vous étiez une jolie fille, je serais beaucoup moins content parce que vous y êtes vu en toute clarté, n'est-ce pas? Eh bien, il ne fait pas sombre du tout, absolument pas. Vous voyez que c'est une chambre qui a 1,83 m de large, ce qui est ahurissant, et 9 mètres à peu près de profondeur. Oui, mais vous voyez, ça ne me gêne pas, moi je regrette. Alors cette chambre à 9 mètres de long, oui. Vous aurez des flots et la piscine là. Oui, alors par conséquent, les gens qui se trouveront ici auront devant eux un spectacle verdoyant exciting, comme disent les Américains. Exciting, yes, c'est ça. Pourquoi? Parce que nous sommes précisément dans une maison en hauteur. Si nous étions dans la fameuse petite maisonnette ou le mas provençal que tout le monde désire, ben nous verrions les crottes de poule devant la fenêtre, c'est tout ce que nous verrions, tandis qu'ici nous avons le bénéfice des vues à grande hauteur. C'est ça. Entre les deux, il y a cette grande chambre qui a combien? 9 mètres. Vous me faites rigoler parce que vous l'appelez grande, n'est-ce pas? Demandez donc. Moi je la trouve grande, que vous voulez. Demandez donc au Conseil supérieur de l'architecture et de l'urbanisme, dont j'ai l'honneur de faire partie, où je ne vais plus depuis longtemps. Oui. Demandez-lui donc ce qu'ils ont pensé quand ils ont vu les plans. Ils ont appelé ça des taudis à se taper la tête contre les murs. Oui, enfin ça. N'est-ce pas? Et cette chambre qui a, sur le dessin, qui est vraiment une chambre inquiétante pour un non-professionnel et qui devrait faire réfléchir sérieusement un vrai professionnel, cette chambre, vous me appelez tout à l'heure votre grande chambre. Mais non, c'est la petite chambre d'enfant, n'est-ce pas? Et dites-moi, en toute sincérité, est-ce qu'on est allé trop dans le taudis? Non, véritablement non. Je ne suis pas de cet avis. Moi, c'est un taudis où je vivrais volontiers, enfin, mon point de vue. Autre question à présent, la question de l'insonorisation. Elle a son importance dans une maison qui contient 336 appartements. Or, je sais que cette insonorisation ici a été très poussée. On prétend même que dans vos appartements, le silence est complètement obtenu. Alors voilà, je voudrais bien savoir comment vous avez résolu ce problème. Les problèmes d'insonorisation sont des problèmes analogues à ceux de l'électricité. C'est un fluide qui passe ou qui ne passe pas. Oui. Il faut faire ce qu'il faut. Seulement, c'est une science tout à fait exacte qui nécessite des dispositifs de chantier d'une précision extraordinaire et que jamais personne ne respecte. Et toute la grande difficulté vient de là. Et que surtout, personne ne connaît. Oui. On enseigne aux gens les styles, mais on leur enseigne pas le silence. Pas à faire le silence, et ainsi de suite. Moi, je n'ai jamais fait d'architecture, mais il me semble que si je faisais de l'architecture, je commencerais à apprendre aux gens, j'apprendrais aux gens, enfin aux élèves, je leur dirais, ben, il faut qu'un appartement soit silencieux. Ben, vous ne serez jamais diplômé avec des idées comme ça. Non, c'est-à-dire que ces problèmes ne sont pas posés, je le sais bien. Oui, oui, oui. Figurez-vous qu'on me déclare d'être révolutionnaire parce que je prétends qu'on devrait constituer les assises d'une science du logis. Ah, ça paraît tout à fait barbare. On dit vous êtes un esprit sec, vous êtes un type étroit, vous allez mettre les hommes en boîte, en caisse, etc., en cage. Il y a un tas d'histoires comme celle-là. Mais le logis, c'est... Toutes les civilisations n'ont tourné qu'autour du logis, et du logis des hommes, on a fait le logis des dieux. Le temple n'a jamais été que le prolongement du logis des hommes, n'est-ce pas? Oui, oui. J'ai fait accepter en 1933 au Congrès d'Athènes, qui a établi la fameuse charte d'Athènes de l'urbanisme, ce propos que les matériaux de l'urbanisme, c'est le soleil, l'espace et la verdure, le ciment et l'acier. Dans cet ordre et dans cette hiérarchie, bien, c'est réalisé ici. Vous avez le soleil, l'espace et la verdure. En somme, vous êtes remonté aux sources, quoi. Absolument, et je suis beaucoup plus près du sauvage, à l'instar de Voltaire ou Rousseau, qui recherchaient un peu de vérité dans la société sophistiquée d'alors. Dieu sait si la nôtre l'est davantage maintenant, après la perturbation des machines, qui a mis tous en dessous et qui a créé une société déséquilibrée entièrement. Nous aurions voulu que le Corbusier nous parlât de cette rue intérieure, où à la hauteur du 9e étage seront installées les boutiques nécessaires à la vie des 16 ou 1800 habitants de cette cité. Il y a un mot que le Corbusier aime à dire, sans doute parce que ce mot résume tout son effort depuis 25 ans. Et ce mot, le voici. Ce n'est pas la machine qui doit conduire et diriger l'homme, c'est l'homme qui doit dompter la machine. Pour cela, il faut le réinstaller dans la nature. Le Corbusier, ce naïf, ce visionnaire, disent les uns, ce génie, disent les autres, veut nous réapprendre le bonheur de vivre. Est-ce trop d'audace? Mais de quoi avez-vous peur, nous dit-il?
De 1951 à 1954, en 4 ans pour toute la France, reconstruction comprise, 426 061 logements ont été terminés, contre 1 280 000 de stricte nécessité prévus pour cette seule période. Dans la Seine, en 15 ans, 80 000 logements de tous ordres ont été construits. Dans le même temps, 83 000 ont été transformés en bureaux ou en locaux industriels et commerciaux. Au 31 décembre 1954, alors que le nombre des demandes était de 115 220, 1736 logements ont été mis en location dans l'année par l'Office départemental d'HLM, soit une proportion d'environ 1,5%. Nous ne pouvons prendre chaque ville, chaque village séparément. Mais la situation est presque partout en province encore pire. Or, à quoi bon promouvoir une politique d'aide à la famille quand 81% des familles de 9 personnes et plus ont des conditions de logement inacceptables? Quand 1 million de Parisiens cherchent un appartement, quand 7 millions de Français sont mal logés. Selon un éminent professeur de médecine, les 3/4 des tuberculeux sont devenus tuberculeux dans des taudis. En détruisant les taudis et en les remplaçant par des logements salubres, nous sauverions chaque année de la mort par tuberculose 10 000 Français. Aujourd'hui, il faut faire évacuer et détruire de toute urgence les quartiers vétustes, les îlots insalubres, les bidonvilles, pour récupérer les terrains indispensables à l'érection de cités modernes. Car ce n'est pas une solution, du moins au stade actuel, que d'étendre démesurément les banlieues des villes, alors que le cœur en est pourri. La plupart des gens considèrent que l'architecture consiste à construire une à une des maisons aussi jolies que possible. Et à faire de belles façades. Votre point de vue n'est pas le même. Le programme privé n'est plus de notre temps. Il est bon pour les naïfs et pour les ingénus. Même, il est bon pour ceux qui ont une vocation de victime. Se faire construire une maison, selon ses habitudes, ses manies, c'est comme si on voulait se faire construire un paquebot pour aller à New York. Votre architecture semble tendre à modifier les mœurs et les habitudes sociales. Je vais vous répondre ceci. Tout change. Tout a changé depuis un siècle avec la naissance de la machine et les conséquences du machinisme. Nous sommes dans une civilisation machiniste. La maison individuelle, comme réponse sociale au phénomène machiniste, à notre civilisation machiniste, eh bien non, ce n'est pas vrai, c'est démagogique, c'est bon pour les ignorants, pour les paresseux, pour les aveugles. Les idéologies actuelles ne sont pas conformes, ils sont retardataires, ils sont insalubres, et plus que ça, la jeunesse moderne n'est pas logée, c'est une misère et un malheur public, un immense malheur, et c'est une catastrophe, c'est même une honte pour le pays. Chandigarh. Là où s'achèvent les derniers contreforts de l'Himalaya, commence celle que le gouvernement décida en 1949 de créer de toutes pièces au pied de l'Himalaya et dont un Français, Le Corbusier, dressa les plans voici 15 ans. Ici, comme dans l'Égypte des pharaons, comme en Chine, la vertu du nombre remplace la puissance des machines et le va-et-vient continuel des fourmis permet à la fourmilière de grandir sans répit. Sous la direction de Pierre Jeanneret, qui surveille l'exécution des plans de son cousin Le Corbusier, s'achève la plus étonnante peut-être de ces constructions, le Palais des Assemblées, dont la lourde porte carrée pivote sur un axe médian. Les fresques qui la décorent portent la signature du grand architecte français. Au-delà, le Capitole, la cité administrative. Le Capitole, autrement dit, des volumes tels que les a voulus Le Corbusier. Le palais de justice a pu, dès 1955, être ouvert à l'activité judiciaire. Avec ses rampes d'accès en saillie, le long building des ministères est lui aussi en place à l'autre bout du Capitole. Chandigarh, ou le rendez-vous de l'Inde avec le 21e siècle. Dis donc, Lorner, qu'est-ce qu'il raconte là? Il est content? Ouais. Je l'ai vu en photo avec lui, n'est-ce pas? Ouais. Alors, Non, mais j'avais une belle photo, seulement
J'étais si ému à ce moment-là, paraît-il. Le photographe a pris la photo au moment où je baissais la paupière. Alors j'ai les yeux fermés, j'ai l'esprit couvert, j'ai l'air complètement idiot, j'ai l'air de vouloir éternuer. Ah, tiens. Et il y avait deux Américains, de Life et l'autre de Time, qui m'attrapent juste au moment où la cérémonie était finie, enfin la visite allait commencer. Et je devais rejoindre Nehru puisque c'est moi qui devais les faire visiter. Et alors, les Américains se précipitent. Time, Life, voulez-vous nous donner des explications sur votre bâtiment? J'ai dit pourquoi? Pour savoir. Il dit, mais vous n'avez qu'à le regarder, il est là. Est-ce que ça plaît beaucoup à M. Nehru? J'ai dit, je m'en fiche complètement, la question n'est pas là. Alors, les bougres, ils ont imprimé ça dans le Time de Paris, un article très vaste, comme ils font toujours. Ils sont féroces, ils sont mauvais bougres, c'est juste. Maintenant, moi, je suis très peu aimable, ça, il faut reconnaître. Non, moi, il m'agace singulièrement. Il faut dire que ces reporters, c'est des types qui ont la vie assez dure, ce sont des chasseurs. Oh, quand même. Ils ne rêvent que de manchettes, de trucs à sensation, et à tout, ils donnent un caractère pathétique. Oui, ou extrême. Moi, je déteste ça. Je suis accusé d'être le grand théoricien de l'architecture moderne. On fait de moi un petit paperasse, n'est-ce pas? C'est facile, ça arrange les affaires des autres. Mais ceci dit, je connais pas mal mon métier. J'ai beaucoup bâti un peu à gauche, à droite, partout. Et j'ai fait des expériences qui, jusqu'ici, étaient toujours dans des pays tempérés. Je me trouve au tropique, là, et il a fallu envisager, reconsidérer les problèmes, les mêmes idées, mais mises en fournaise au lieu d'être mises en glacière. C'est là toute la différence. Nous étions tous des amis fondateurs des SIAM pour faire ça, cette ville. Ben, chacun dit c'est l'occasion de faire chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein. Et c'est des événements individuels qui sont venus là-dedans, permettre à chacun de mettre son amour de telle et telle chose. C'est gentil, c'est bien, mais ça n'est pas une ville Corbusier entièrement du tout. C'est en partie, oui. Les tâches du logement, de l'habitation, puis des écoles, des hôpitaux, etc., des universités, et la tâche de Pierre Jeanneret et de Maxwell Frey et Jane Drew autrefois. C'est comme ça. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que c'est une ville qui est faite avec amour par chacun de nous. C'est des amours différents, mais l'ensemble n'est pas déplaisant. Quels sont les grands principes selon lesquels vous avez construit cette capitale? On a fait de moi l'homme des bâtiments gigantesques, enfin des bâtiments de 300 mètres de haut, etc., mégalomanie, tout ce qu'on voudra, gigantomachie. Eh bien, aux Indes, la ville de Chandigarh est à rez-de-chaussée et à un étage. J'ai commencé par liquider le dilemme piéton-automobile. L'automobile ne rencontre plus le piéton et vice-versa. C'est une grande affaire. C'est possible, c'est faisable, c'est très simple à faire. Est-ce que vous estimez que vous étiez conforme aux idées que vous avez exprimées dans la Cité radieuse? Mais non, je me trouve dans un pays où on couche devant la maison dans l'herbe ou sur le toit. Hein. Alors, vous ne pouvez pas faire des gratte-ciel
là-bas parce que tous les types de gratte-ciel iraient sur le toit, que c'est trop petit, ou alors dans l'herbe, ça ferait des troupeaux. Et puis d'abord, l'Inde était à ses débuts. M. Nehru, qui est un grand type, j'ai eu l'occasion de devenir ami de lui complètement. Nous avons fraternisé à propos de Chandigarh. Eh bien, j'avais à faire une ville à rez-de-chaussée, faite par un promoteur qui était M. Tapar, qui a fait ses études à Oxford et qui m'a imposé un programme oxfordien de petites maisons. C'est pas moi qui ai fait les maisons, j'ai fait les plans de la ville. Et c'est la première ville où il y a 45 km de routes, appelées V3, n'est-ce pas, qui sont destinées exclusivement aux vitesses mécaniques et où il n'y a pas une porte de maison qui ouvre sur ces 45 km d'avenue. Hein. Eh bien, vous parlez, il faut du cran pour ça. J'ai pu l'avoir et j'ai trouvé un type de cran qui était l'ingénieur en chef du Punjab, Varma, un ami, qui a dit « je le fais » et chiche, et il l'a fait. Hein. Le problème architectural, il faut pour le résoudre oublier tout ce qu'on n'a jamais fait et trouver autre chose. Et encore, faut-il peut-être trouver le moyen d'être au moins asiatique ou tropical, si vous voulez. Mais ça, ce sont les techniques qu'il donne. Et par la construction du brise-soleil qui couvre les deux façades est et ouest du bâtiment, derrière se trouvent des pans de verre à 100% non ouvrants avec des aérateurs. Et c'est ainsi que la solution technique est trouvée. Ces deux tours placées de part et d'autre du bâtiment, quelle en est l'utilité? Que contiennent-elles? Ce sont des rampes, une d'un côté à l'est et l'autre à l'ouest, d'autre part du bâtiment, par lesquelles les trains d'âne ont passé sans arrêt pendant 2 années, portant le sable, les briques et le ciment, etc. Et par lequel monte maintenant, ou descend, le personnel, n'est-ce pas? Quelle est la signification de la main dressée au cœur même du Capitole? C'est l'expression d'une philosophie, en toute modestie, de ma part, fruit d'une vie d'examen, de lutte, de défaite, de victoire peut-être, parfois, pourquoi pas. Dès ma première rencontre avec M. Nehru, à Delhi et à Chandigarh, au début de la construction, la main ouverte fut présente entre nous. Et au cours des années, la main ouverte devint le couronnement de ce que j'ai appelé la fosse de la considération, c'est-à-dire un outil de discussion de la chose publique hors des autorités constituées, nommées et désignées. Et cette fosse se trouve creusée au sommet de la ville, dominée par la main, dominée de 28 mètres par la main, qui elle-même éclate en plein soleil sur le fond de l'Himalaya. Le sol de cette fosse de la considération pourquoi? C'est-à-dire que les choses doivent être considérées. Et considérer les choses veut dire qu'on a réfléchi, qu'on a vu, qu'on parle de ce qui est réellement. Cette fosse de la considération est de 5 mètres, creusée de 5 mètres, elle comporte 2 amphithéâtres de gradins. 2, pourquoi? Parce qu'il y a toujours dualité et le droit des deux opinions. Ensuite, elle contient les quelques sièges des quelques personnes qui ont désignées pour parler ce soir-là, ce jour-là, à ce crépuscule-là, si vous voulez. Il y aura la tribune de l'orateur avec une conque sonore pour répandre bien la voix, et dominant tout ceci, la main qui, elle, montée à 28 mètres de hauteur, montée sur bille, tenez-vous bien, montée sur bille, subira l'effet des vents, quel qu'il soit, non pas pour être une girouette, pas du tout, mais pour exprimer ce qui est réellement la vie elle-même, c'est-à-dire les changements constants, valables et dont on doit tenir compte, qui sont le pain quotidien, la main quotidienne. Je n'ai fait qu'un geste de politique dans ma vie, c'est celui de la main ouverte, n'est-ce pas? J'ai dit ça. Quand on m'a dit c'est anticommunique, je ne dis pas du tout. C'est la main ouverte pour recevoir et pour distribuer et pour donner. La main ouverte est un signe d'optimisme devant le monde moderne qui est en catastrophe. Je laisse la parole aux autres pour trouver les solutions à ce moment-ci, car c'est un moment tragique. À l'heure H. Des types de monuments historiques qui m'ont mis dans le coup.
Jardot en particulier, qui est de la Scoral, qui est inspecteur aux monuments historiques, et puis un type qui est né de natif de Ronchon, justement, et qui est aussi aux monuments historiques, l'équipe jeune, qui rénove un peu tout ce coin-là de l'administration. C'est aussi un lieu très particulier, c'est un mamelon au-dessus de la plaine de la Saône, qui a toujours été occupé par des lieux de culte, par des temples autrefois païens, et dès le christianisme venu par des églises, par une chapelle, qui a été chaque fois démolie au cours des siècles et des millénaires, sans arrêt, massacrée tout le temps. En guerre de 71, à la guerre de 14, à la guerre de 39, et puis encore à la libération, ça n'a pas cessé. Ils avaient confié cette reconstruction aux gens locaux, ça durait, ça n'en finissait pas. Ils se sont trouvés en concile de je ne sais quoi, là-bas à l'archevêché, avec leur chapelle sur les bras qui n'avaient pas pu s'avancer. Alors comme ils étaient fichus, ils désespéraient un jour, à un moment donné de la réunion, Mathé, l'inspecteur, a dit à l'odeur, le chanoine, vas-y, il lance le mot. Ils ont dit, Corbusier. Alors les types ont dit, oui, peut-être bien, oui. Puis ils ont levé la séance, ça y était. L'archevêque a dit, l'abbé Ledeur a dit, dis donc, pas du non, Corbusier, c'est très grave. Hein. Allez-y donc, on peut voir, allez en mission dimanche, voir. Hein. Vous me direz ce que c'est. Et le type est venu à la maison avec l'abbé Ledeur. Alors je lui ai dit, mais je m'en fous de votre église, c'est pas moi qui vous demande de la faire. Hein. Et puis si j'en fais, je ferai à ma manière. Et puis ça m'intéresse parce que c'est une œuvre plastique, c'est difficile. Il y a des années, j'ai refusé, il y a 20 ans à peu près, d'en faire une, qu'on m'a proposé, mais maintenant je me sens assez le goût de faire ça. Il a été tellement emballé qu'il a fait un très bon rapport à son archevêque. Et je suis parti là-bas, j'ai vu les terrains. Alors, j'ai fait la conquête des types du pays, hein, les gens de métier, les gens de curé. J'ai déjeuné chez le curé avec l'abbé, avec la cuisine de la sœur du curé. J'ai dit des bêtises sans arrêt pour les faire rigoler. Tout le temps. Alors, ils m'ont pris pour un type pas sérieux, peut-être. Et puis après ça, nous sommes montés sur le terrain. Pendant 2-3 heures, j'ai travaillé comme un zèbre, comme je sais le faire, enfin, sérieusement. Alors, j'ai fait la couchée de l'église, ce qui n'est pas facile. C'est une sacrée affaire. Ah oui, et ça t'intéresse alors, ça? Ah, oh, j'ai fait un truc d'art. Hein. Il n'y aura pas un décor, zéro. Et alors, ça plaira? Ah, ça, je sais pas. Il y a 12 000 pèlerins 2 fois par année. Alors, il y a une messe qui se donne dedans, une messe dehors. La messe dedans, c'est pour les petits, les initiés. Et puis ensuite, dehors, c'est pour le grand raffut annuel. Mais à l'intérieur, quelle capacité? 200 seulement. Et alors, j'aurai un laboratoire au-dessus de la sacristie de musique. On peut leur foutre à ces histoires de musique, un grand raffut, quand il y aura 12 000 types là-dedans, avec les amplificateurs, avec... J'ai dit au curé, enfin, tout de même, au lieu d'avoir une vieille fille de Ronchamp qui joue sur un accordéon, pas un accordéon, un harmonium à la noix désaccordé, n'est-ce pas, des horreurs, des choses sans voix, vous pourrez avoir les plus belles choses et faire composer et mettre en avant de la nouvelle musique religieuse là-dedans, des choses tout à fait neuves, de plein air. J'ai vu machin, comment il s'appelle, Varèse, à New York l'autre jour, et je lui ai dit, mon vieux Varèse, hein, vous me foutrez une musique de tous les diables et c'est ouvert pour les musiciens qui veulent faire quelque chose. Oui, si tu te sens des idées, hein, mais pas des histoires tristes, hein, de belle musique, grand raffut.
avait les pierres calcinées de l'église qui avaient été démolies par la guerre, n'est-ce pas? Ces pierres calcinées ne peuvent pas porter. Et tout de même, je ne voulais pas les envoyer en char à rejoindre le ballast de la route. Alors j'ai employé ces murs, j'ai dit pour qu'ils tiennent, je les fais courbes. Hein. Et cette courbe m'est utile parce que je fais des courbes de nature acoustique, paysage acoustique. C'est une acoustique de l'espace. Et ça reçoit les 4 horizons qui sont différents les uns des autres. Et il y a le soleil levant, il y avait la désignation, c'est l'axe sur Jérusalem. L'autre, c'est le soleil levant et le soleil couchant, le nord et le sud. C'est avec ça qu'on compose. Et dedans, il n'y a pas un signe, pas un geste, pas un outil artificiel créé par les siècles de déchéance de l'architecture. Il n'y en a pas mis un seul de ces signes dans cette chapelle de Ronchon. Et même la croix, je l'ai mise dans un endroit tout à fait significatif. Et au début, elle était mal placée, elle était dans l'axe, elle avait l'air solennelle, elle avait pas solennelle, elle avait l'air bête. Tandis que je l'ai mise comme témoin à côté. Et quand on pense qu'il y a un crucifié là-dessus, ça c'est dramatique. Rien ne distinguait jusqu'ici, dans les rues d'Aubervilliers, M. Steinmetz, quinquagénaire, chimiste de profession et contribuable comme tout le monde. Mais aujourd'hui, M. Steinmetz est devenu un personnage. Il veut être du premier voyage dans la Lune. Et dans ce but, il s'est fait inscrire à l'agence Cook, qui, comme on ne le sait peut-être pas encore, a ouvert officiellement un service spécial. M. Steinmetz, nous avons bien noté votre demande d'inscription pour le premier voyage lunaire. Et bien entendu que le retour est compris. Mais certainement, monsieur. Parfait. Je vais vous verser la compte prévue. Je vous remercie beaucoup. Moi, de mon côté, je vous donne l'archive officielle de l'agence Cook. Les actualités françaises se devaient d'aller interroger sur son projet pour l'instant assez prématuré, M. Steinmetz. Précis comme un chimiste qu'il est, M. Steinmetz n'a absolument rien laissé au hasard. Mais les conditions physiques exigées ne seront-elles pas très dures? Moi, vous savez, depuis 25 ans de mariage, je ne suis jamais resté au lit, je n'ai jamais vu de médecin. Eh bien, monsieur, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage dans la Lune. Ce n'est certes pas la première fois que Le Corbusier expose à Paris. On a donc revu le célèbre architecte et urbaniste à qui l'on doit une grande part de la renaissance de l'architecture moderne et dont les œuvres maîtresses jalonnent les grandes villes du monde entier, des Indes au Brésil. Cette exposition n'est cependant pas comme les autres, car Le Corbusier y montre 2 aspects de son talent, la peinture et la sculpture, que son génie architectonique avait laissé dans l'ombre. J'ai toujours été attiré par le phénomène créatif, quel qu'il soit, et celui appliqué très particulièrement à l'homme et à son milieu. Il faut avoir une sympathie pour le phénomène homme dans son milieu, et c'est ce qui m'a intéressé. Et j'ai trouvé dans la peinture le moyen de développer ce sentiment que j'ai. C'est un moyen passionnant, mais périlleux. Comment pouvez-vous vous limiter à une toile de 2 mètres sur 3, vous qui pensez par villes entières? J'ai ce péché capital, c'est d'être assujetti aux choses visuelles. J'ai des yeux, tout ce qui est visuel, c'est-à-dire le dessin, la peinture, la sculpture, l'architecture, pour moi n'est qu'un seul phénomène. C'est symphonique, n'est-ce pas? Et l'architecture exige certaines qualités de nature pensée, intérieure, n'est-ce pas? C'est dans le cerveau que ça se passe, c'est de la conception. Et les autres choses en sont aussi, mais avec des possibilités manuelles telles que parfois, je le dis, c'est ma main qui va avant mon esprit, car elle a de telles habitudes et de telles possibilités extraordinaires. La main humaine est une chose formidable. J'aime les choses belles, j'ai le sentiment des volumes et des couleurs. Je réclame l'autorisation de faire pour moi-même de la peinture, de l'architecture et de la sculpture. Si ça gêne les autres qui ne s'en occupent pas, qui restent chez eux, ils n'ont pas besoin de venir la voir. Et si par hasard, à 75 ans, on me dit, montrez donc un petit peu ce que vous avez fait, eh bien, et il vient du monde, qu'on ne soit pas jaloux de ça, qu'on me foute la paix, hein.
Pour mon usage personnel, j'ai un château en Côte d'Azur qui a 3,66 m par 3,66 m. C'était pour ma femme, c'était épatant, je crois. J'étais extravagant dedans, de confort, de gentillesse, etc. Pour mon usage personnel, dans ce même château, j'ai à 13 mètres de là sur une plate-bande. Ma maison à moi, elle a 1,90 m par 4 mètres. C'est des planches de chantier qu'on a mises ensemble et puis ça va, je suis fort bien. Et vous considérez que c'est votre château? Mais oui, vous savez, j'ai cherché à faire bien le mieux possible, bien entendu. Mais est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ce que vous écriviez sur le modulor, par exemple? Ça fait partie de cette définition que je vous ai dit, que je me suis occupé de l'homme. Il y a un type célèbre qui s'appelle Luca Pacioli, qui, à la Renaissance, vers 1400, écrit La Divina Proportione, et qui provenait des vieilles choses du passé. Le nombre d'or, les Égyptiens, Pythagore et tout le fourbi. Bon, eh bien, moi, j'ai apporté à ce nombre d'or quelque chose de neuf. Pourquoi? À cause du système métrique qui vient de la Révolution française, n'est-ce pas? Avant, ils avaient le pied-pouce, c'était tout cuit, c'était de l'échelle humaine, n'est-ce pas? Tandis qu'avec le métrique, nous avions perdu tout ça. Alors, ce système métrique a dépersonnalisé, déshumanisé les outils de mesure. Le mètre, les dixièmes de mètre, les centièmes de mètre ne sont pas des mesures rattachées à l'échelle humaine. Et le modulor, moi, je l'ai rattaché à l'échelle humaine. J'ai pris les proportions depuis le plexus solaire de l'homme jusqu'à sa tête et le bras levé, et retrouvé la section d'or là-dedans, et créé un système de dimensionnement qui répond à tous les besoins du corps humain, assis, debout, couché, etc. Il se trouve que j'ai trouvé ce truc-là sans m'en douter. Moi, je suis sans prétention, bien entendu. Mais enfin, c'est une chose importante et qui ouvre à l'industrie des chemins énormes, illimités. C'est un outil des temps modernes qui est éclos. Et c'est une source intarissable d'étonnement de voir qu'une gamme de mesures, un piano accordé, un clavier accordé de mesures à l'échelle humaine est une innovation sensationnelle, ça s'est jamais fait. Cette présentation très parisienne a révélé ce qu'on peut attendre d'un art qui joue avec les apparences les plus secrètes. De la gaine à forme emboîtante au soutien-gorge en dentelle, les 1001 petits trucs qui arrangent les formes étaient offerts à un public éclairé et connaisseur, d'où les hommes n'étaient pas exclus. Ils pouvaient remarquer les légers baleiнаges du devant et du dos, artifice recommandé pour les grands soirs et les décolletés profonds. Il pouvait remarquer aussi le soutien-gorge 100% élastique qui fait, paraît-il, fureur en Amérique et qui est maintenant fabriqué couramment en France. Il se fait en 2 profondeurs. Et avec ces nouveautés, l'illusion est complète. De toute manière, mensongères ou pas, toutes ces frivolités, nous les acceptons d'un cœur léger.
J'avais été très intéressé parce que le père Couturier m'avait expliqué les rites, le rituel dominicain qui est vieux de 800 ans et qui est très humain, et ça m'intéressait beaucoup. Et il n'y avait pas le sou comme d'habitude dans toutes les choses qui me concernent. On vient toujours demander, on dit j'ai pas le sou mais vous nous ferez quelque chose de beau. Et l'église qui fait partie de l'ensemble, c'est une caisse, n'est-ce pas? C'est l'esprit de proportion qui est dedans, l'esprit de rayonnement, l'esprit d'harmonie. C'est fait avec les matériaux les plus fantastiquement simples qu'on puisse imaginer. Jamais on n'a bâti si sommairement que ça. J'étais un petit peu curieux de voir la tête que ça ferait quand j'ai été le jour de l'inauguration avec la grande messe solennelle, avec le chant grégorien admirable qui était chanté là-dedans. J'ai été ravi, le but était atteint et je crois que tout le monde qui était là a ressenti ça comme une grande impression. Même l'archevêque de Lyon m'a fait un petit discours à un moment donné après la cérémonie. Il m'a dit qu'il s'était converti à Le Corbusier ce jour-ci parce que jusqu'alors il croyait que Le Corbusier était quelque chose comme un diable et qu'il s'apercevait que je savais faire non pas l'art religieux si l'on veut, mais un art des lieux de prière et de méditation, ce qui est le phénomène et la manifestation du sacré dans le cœur humain. J'étais avec Pierre Jeanneret, nous avons fait des choses terriblement révolutionnaires. Ça a épaté les gens, il y a eu les amis instinctifs, intuitifs qui se sont ralliés, et les autres qui ont gueulé, et comment, n'est-ce pas? Et on a même voulu à un moment donné m'avoir en me faisant entrer à l'Institut, alors j'ai dit non, ça pas. Ah, pourtant, on m'a dit que les grands pontifs de l'Académie des Beaux-Arts seraient très contents de vous avoir avec eux. Ben oui, je leur ai dit, voilà, moi j'ai peur du diable, alors... Mais ce ne sont pas des diables, ils sont très gentils. Mais j'ai rien à faire avec l'Institut, qu'on me laisse tranquille avec l'Institut. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est ne pas m'en mêler. Je n'aime pas les académies. Ma première conférence, des 10 conférences de Buenos Aires de 29, commençait par ceci: il ne faut pas penser académique, n'est-ce pas? Et réfléchissez à ce que ça veut dire, et puis après, quand vous avez fait le tour de la question, c'est peut-être de mon avis ou pas, peu importe. Est-ce que certains de ceux qui sont partis de vous n'ont pas fait de l'architecture moderne un certain académisme? Bien sûr, c'est l'académisme de la boîte à savon, n'est-ce pas? Et alors, depuis la guerre, où j'ai eu certaines commandes, des chapelles, je sais pas pourquoi, mais enfin, la chapelle de Ronchamp, qui est devenue un lieu mondial de rendez-vous, n'est-ce pas? Le couvent de la Tourette, qui est devenu un lieu d'admiration de tous les gens, même actifs, qui voulaient presque être moines, mais pas tout à fait, ils aiment mieux pas entrer, hein. Eh bien, enfin, ou ils aiment mieux pouvoir sortir, c'est ce que je veux dire, n'est-ce pas? Eh bien, un de mes clients voulait à tout prix me faire faire une église pour lui dans une ville dont il est le maire. Je dis non, moi j'ai pas envie du tout, j'en ai déjà fait 2, ça suffit. J'ai dû passer à Lyon, la Tourette, et je vois cette église à terminaison, je dis non d'une pipe, c'était pas tant ça. Alors, je suis apte à en faire une 3e, parce que cette seconde était totalement opposée à Ronchamp, était tout à angle droit, et puis la 3e va être verticale. Il n'y aurait pas tout ce qui est sorti de vous, non seulement ce que vous avez signé, mais également l'influence énorme
sur l'architecture contemporaine, dont vous êtes, disons-le, le père, en grande partie. Même si ce père renie quelques-uns de ses enfants, non? Je m'en occupe pas de mes enfants, ils se sont faits d'eux-mêmes. Hein. Est-ce que sans le béton, vous auriez pu concevoir votre architecture? Le béton s'étant développé depuis 1920 jusqu'à 1960, en 40 ans, d'une manière prodigieuse, permettant de faire des voiles, des courbes, des surfaces gauches, etc., ce qu'on ne savait pas faire avant. Le béton d'Auguste Perret, de la rue Franklin, etc., c'était de la charpente en bois, n'est-ce pas? C'était le même point de départ. Tandis que maintenant, avec le béton, on fait des formes comme plus que des œufs d'autruche, on fait des œufs dégingandés, de tout ce que vous voudrez, des formes gauches. Alors je profite de ces ressources, pourquoi pas? Ça m'amuse, ça m'intéresse. Et au lieu de rester étroitement à faire des bâtis de béton à angle droit, eh bien j'ai fait toutes sortes de choses. Quand le projet s'y prêtait... Est-ce que vous n'avez pas été tout de même dominé par ce matériau? Non, moi j'ai été dominé par la bête homme et femme, n'est-ce pas, et enfants, par le centre familial qui est la famille, n'est-ce pas, le foyer, c'est plutôt le foyer, c'est le vrai mot, c'est de donner à l'être humain sa coquille, hein. Je fais mon architecture, elle est cohérente comme un organisme vivant, elle est biologique, si vous voulez un mot bien embêtant, n'est-ce pas? Elle est biologique, il y a un support osseux, il y a des forces musculaires, il y a des réseaux sanguins, lymphatiques, nerveux dedans, il y a tout ce qu'une biologie comporte d'impeccable, c'est dans mes maisons. Et je l'ai mis, c'est pour ça que je suis un pauvre forçat du travail. Je suis pas malheureux de tout ça, n'est-ce pas? Je fais des villes ou des maisons ou des baraques, peu importe, et ça commence à la plus petite chose, et c'était l'addition de toutes les petites choses, les unes à côté des autres, modestement, avec persévérance, quotidiennement, qui permet de faire quelque chose au bout de la course, n'est-ce pas? Et moi je dis simplement ceci, je suis un homme de travail, je suis un homme de persévérance, de minutie, d'exactitude, de rigueur et de continuité. Et toute ma vie a été faite de continuité pendant 50 ans. Et je demande simplement aux autres, vous mettre sur la table ce que vous avez fait, n'est-ce pas, au lieu de crier. Après 50 années de voyage à travers le monde, je me sens le droit de dire que j'ai appris quelque chose, discerner des choses, et même trouver une solution. Lequel de mes négateurs sempiternels peut-il me contester ce droit? J'ai mesuré que les hommes politiques sont demeurés non pas indifférents, mais étrangers à l'urbanisme, en dehors de l'urbanisme. Il avait été peintre, sculpteur et plus secrètement poète. Il ne s'était battu ni pour la peinture, ni pour la sculpture, ni pour la poésie. Il ne s'est battu que pour l'architecture. Sa phrase fameuse « Une maison est une machine à habiter » ne le peint pas du tout. Ce qui le peint, c'est son autre phrase « La maison doit être l'écrin de la vie ». La machine à bonheur. Il a toujours rêvé de ville, et les projets de ces cités radieuses sont des tours surgies d'immenses jardins. Cet agnostique a construit l'église et le couvent les plus saisissants du siècle. Il disait à la fin de sa vie « J'ai travaillé pour ce dont les hommes d'aujourd'hui ont le plus besoin, le silence et la paix. » Si j'ai un petit titre à la reconnaissance publique, c'est non pas d'avoir fait des palais, car j'en ai tout de même fait quelques-uns, mais d'avoir, dès que j'ai abordé le problème de l'architecture, ou des arts, ou de l'expression de la sensibilité humaine, j'ai eu le sentiment que le logis était le temple de la famille, et qu'il y avait quelque chose de grand à tenter de ce côté-là, qu'il y avait là-dedans une grande part du bonheur humain. Et je ne sais pas pourquoi je me crois obligé de m'occuper du bonheur humain, mais j'aime autant, dans mes préoccupations, arriver à approcher la solution d'un tel problème, afin d'alléger la peine des hommes, et surtout
afin d'apporter ces facteurs essentiels qui sont la joie de vivre.